S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Déshabillez-vous. V. Déshabillez-vous. Quand t'es bien habillé, que tu te trouves frais ou fraîche quand tu te regardes, eh ben en fait, ça te permet de sécréter des endorphines. Déshabillez-vous. Salut, moi c'est Samia Boujard et tu t'apprêtes à écouter Déshabillez-vous avec Vivienne Paraskive. Hello Vivi. Hello. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait quelques mois qu'on s'est rencontrés pour la première fois, que j'ai essayé de prendre des informations à ton sujet au travers de personnes que je sais qu'elles savent, qu'elles te connaissent et que je vais te voir, mais je ne suis pas parvenue. Ok. Voilà. Donc finalement, je t'ai contacté en direct et je dis bon, ça te dit ? Ok, tu fais quoi sinon dans la vie ? Oui, j'ai adoré. On m'a dit que tu bossais un peu dans la mode, puis on m'a dit que d'autres trucs à ton sujet, et je crois que ça pourrait être intéressant par rapport à ce que je fais. Trop bien. Tu m'as dit ok. Donc, non, mais pas que ok. J'ai dit, mais je suis hyper honorée. C'est vrai. Non, mais grave. C'est vrai. Oui, non, mais vraiment. Et je me suis dit, mais moi, what, Samia, elle veut faire un podcast avec moi ? Non, c'est trop cool. Parce que le peu qu'on m'a dit à ton sujet a tout de suite titillé ma curiosité. J'ai peur. Tout de suite. Ok. Je me suis dit, oh, oui, là, il y a moyen de voir. Il y a des choses dont on peut parler qui vont être hyper intéressantes. Pour moi d'abord, parce que voilà, je n'interroge que des gens qui m'intéressent. Et puis après, les autres, voilà, je m'en fous. C'est vrai. Et ton nom de famille, comment est-ce qu'on le prononce ? Ah oui, Paraskive. En fait, souvent, c'est para comme un parachute, paracommando. Les Français, ils préfèrent paracommando, bizarrement. Et skive comme, pareil, skive en bruxellois. On sait. Paraskive. Les Français, c'est esquive. Ah oui, esquive. Bah non, pas du tout. Voilà, Paraskive. Ok. Qui est un prénom de femme à la base, qui a été changé en nom de famille. À la base, c'était Paraskiva. C'est un prénom de femme. Un prénom de femme dans quel pays ? Alors, plutôt Grèce du Nord, Roumanie, etc. Ok. Parce que c'est mes origines. Je vais te dire ce que je sais de toi. Pas grand-chose, je crois. Alors, je sais que tes parents sont roumains. Ouais. Je sais pas si toi, t'es roumaine ou si tu te sens roumaine, tu te présentes comme étant roumaine. Oui, je me sens très roumaine, même si je suis née en Belgique. Et officiellement, sur mon passeport, mes parents étant réfugiés politiques, du coup, je n'ai que la nationalité belge. Eux ont gardé la nationalité belge. Okay. Ils n'ont pas reprise. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand je me suis mariée, j'ai pas voulu changer mon nom. Et ma fille a Paraskive Allen dans son nom de famille. Elle a les deux. Parce que pour moi, c'était la dernière preuve de mon identité, tu vois. Okay. Ah bon, je l'ai en moi, mais oui. tu vois, sur le papier. Socialement. Ouais, exactement. Socialement. Donc pour moi, c'était hyper important. Et je suis contente que mon mari ait compris. Tu vis à Londres. Yes. Tu bosses dans le secteur du luxe, de la mode. Ouais. Et plus précisément dans la tech. Ouais. Alors la première fois qu'on m'a dit ça, je me dis hein ? What ? Hein ? Mais on met pas des puces électroniques dans les soutiens-gorge. Quoique peut-être maintenant ça commence à venir, peut-être. Et donc ça, c'est un des trucs à titiller ma curiosité. Aussi le fait que tu es réfugié, enfin tes parents sont réfugiés, tu es enfant de réfugié, ça c'est un point qu'on a en commun dans notre histoire. Et donc en termes d'identité, tu as déjà dit un des mots magiques. En termes d'identité, c'est très fondateur, je crois. Oui, c'est clair. Et alors le dernier point, c'est que tu es quand même très très active dans l'entrepreneuriat féminin en Angleterre, mais aussi en France et en Belgique. Ouais. Voilà. Bah ouais. Mais je sais pas ce que tu fais. À travers les frontières, quoi. C'est trop bien. Tu es worldwide. Ouais, c'est ça. Tu es... Non, j'allais dire une blague. Une blague de millénial, tu sais. Vas-y. Tu es WW... ouais, c'est ça. Worldwide, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a que les... Worldwide woman. Ouais. Worldwide woman. Putain, ça c'est bien, ça. Oh, ça c'est quoi ? Bon. Vivi a découvert... la SMA. Je kiffe. Je serai là tous les jours, en fait. Je vais pas rentrer à Londres. Je cherche justement une assistante technique. Tu vois. Très bien. Je serai là dans le petit coin. Sur le petit coin. Je ferai pas de bruit. Et donc, on s'est rencontrés en octobre-novembre dernier, lors d'un événement auquel je participe depuis le début, ici à Bruxelles, qui a été fondé par Leila Medan, qui est un des fers de lance de la tech en Belgique. Pour la petite anecdote, c'est elle qui m'a initiée justement aux outils technologiques. Okay. Quand je dis outils technologiques, attention, Canva pour moi est un... Non, quand même pas. Je rigole. Mais on n'est pas loin quand même. Mais Canva, ok. Canva. Non, mais il y a plein de gens qui connaissent pas Canva. Drive.
Ah oui? Google Drive. C'était mais un délire. Welcome to the dark side. Moi, j'en étais restée à PowerPoint et Word. Donc, petit big up à Leila Medan. Oui, gros big up. Parce que là, voilà, tu vois, on a du matos. Oui, c'est vrai. On avec un téléphone, technologique. avec mon ordi, c'est hyper technologique. Et l'entrepreneuriat féminin, parce que toi et moi, nous sommes, je pense, entrepreneurs. Et qu'au XXIe siècle, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans l'émancipation. Et dans la création d'une société équilibrée. Samia, t'es pas en campagne politique. Non, mais donc, c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis. Nous nous sommes rencontrés à ce moment-là. Alors, on commence avec questions. Dis-moi, comment est-ce que tes parents sont arrivés en Belgique? Toi, t'es née ici? Ouais, okay. Je suis née ici. Je suis là... Bon, donc j'ai un grand frère qui, lui, est né en Roumanie. Et en fait, mes parents sont arrivés... alors, mon père en 78 et ma mère et mon frère en 79. Et donc, moi, je suis née quelques années après. Donc ils étaient déjà, à l'époque, tu sortais du communisme, n'importe où en Europe de l'Est, t'avais quand même un statut de réfugié très facilement, c'est plus comme aujourd'hui. Du coup, moi, quand je suis née, mes parents avaient le passeport belge, etc. Et donc, ouais, la Belgique, c'était ma terre d'accueil pendant très longtemps. Mais je me suis toujours sentie et belge et roumaine. Parce qu'à la maison, la culture roumaine est présente. Bien sûr. Moi, je parle roumain avec mes parents. Ils m'ont parlé roumain pendant très longtemps. Et moi, en étant petite gamine de merde qui allait à l'école en français, je leur parlais en français. Mais je suis hyper reconnaissante qu'ils aient fait cet effort. Et je le vois maintenant avec ma fille parce que les rôles sont inversés. Parce que c'est vraiment un effort de tous les jours. Et en fait, d'avoir continué à me parler constamment roumain, non seulement ça m'a permis de garder la langue, parce que je le vois avec plein de cousins, avec plein de gens, d'enfants de la diaspora comme moi, qui ne parlent plus roumain, tu vois. Et je trouve que c'est super dommage parce que tu perds, c'est une partie de tes racines, tu vois, et de pouvoir parler la langue, de comprendre, c'est énorme, c'est un énorme outil. Même à un moment donné, j'ai eu une sorte de déclic et je me suis dit, en fait, je veux aussi apprendre à lire et écrire. Enfin, je me suis forcée, quoi. Je me force, j'ai le keyboard roumain sur WhatsApp avec ma mère, donc je lui réponds en roumain. Je me souviens, je crois que on était un été, parce que je passais tous mes étés en Roumanie, et un été, j'ai eu une sorte de déclic, je sais pas comment ça s'est passé, et où j'ai dit à ma mère, je vais acheter des bouquins en roumain, et je vais passer tout l'été à lire des bouquins en roumain, parce que je veux vraiment... Ouais, je crois que j'avais, 14-15 ans, un truc comme ça. C'est génial. Et donc, t'as fait toute ta scolarité en Belgique? Ouais. T'es allée dans quelles écoles et t'as appris quoi? Enfin, t'as appris quoi comme... Donc, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à la fin de mes études, jusqu'à la fin de l'UNIF. Okay. Puis après, je suis partie. Ma scolarité en Belgique. En fait, j'habitais à 10 minutes d'une école catho, que les gens connaîtront peut-être, Saint-André. Donc, quand même, quand t'es fille immigrée et que 80% de ton année, c'est des petits deux où ils sont... Voilà, bon, c'était quand même intéressant. Mais comment tu t'es retrouvée là? Comment tes parents ont fait? Parce que j'habitais à 10 minutes de là. Juste? Ouais, qu'à l'époque, en fait, c'était hyper simple. C'est pas comme maintenant, il y a des quotas, des machins, des trucs. En fait, tu rentrais dans l'école, t'inscrivais ton enfant et puis basta. Tes parents avaient conscience que c'était une école? Ah oui, complètement. Mais il y avait vraiment un truc conscient de dire, on veut, et ça a été... quand même très présent, surtout chez mon père, de discours de il faut qu'on fasse mieux, quoi. Il faut vraiment. Il faut qu'on fasse mieux que qui? Que les gens d'avant nous, enfin, tu vois, que de la génération précédente. Il faut qu'on upgrade, il faut qu'on aille... Voilà. Donc, c'était un vrai choix de me mettre dans cette école-là, ça c'est sûr. La position sociale, le statut social, c'est... ultra important. Ouais. Plus pour mon père que pour ma mère, je crois, mais ultra important. Mais je pense que pour tous les immigrés, je pense qu'on a ce truc, tu vois. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on n'a pas fait tout ce trajet pour aller, tu vois, finir comme des sons merde. Donc, et depuis très longtemps, il y avait toujours ce truc dans ma famille où on disait « we're not average », tu vois. Ouais. Genre, ce mot, c'était interdit. Donc, forcément, école catho, entourée de bonnes personnes et tout. Alors, c'était pas très, très facile tous les jours. Mais finalement, je pense que j'ai quand même trouvé ma place. Donc, école catho et après, l'ICHEC. Pareil. École, voilà. C'est un peu comment on dit, l'équivalent français de école de commerce. Oui, c'est une école de commerce. Voilà, c'est ça. En gros, t'as Solvay et t'as l'ICHEC. Moi, j'ai fait l'ICHEC parce que mon frère a fait l'ICHEC. Ok. Attends, je vais juste faire un petit vas-y. Revenir un peu en arrière. 12 ans quand même Oui. D'uniforme. En bleu. Ah non, les 2 dernières années, on avait droit à une chemise blanche. Comment tu l'as vécu, ça? Alors déjà, je pense que j'ai fait un rejet du bleu pendant très longtemps. C'est vrai? Mais en fait, je kiffe, c'est ma couleur préférée. Vraiment. Là, dans ma valise, j'ai un suit bleu, tu vois, turquoise, vraiment genre bien pétant. Et j'adore le mettre. Le bleu, je pense vraiment que c'est ma couleur préférée. Mais comme j'étais obligée d'en porter pendant 12 ans, il y a eu quelques années de rejet. Mais en fait, je pense par contre que l'uniforme, c'est quand même
Alors non, ça n'unifie pas les gens, tu vois quand même les différences de classe sociale, enfin tu vois, quand même. On est d'accord là-dessus. Oui, bien sûr. Tu peux pas tout gommer. Mais je trouve quand même que c'est intéressant comme concept. Et par exemple, au UK, il y a un uniforme. Ici, les écoles anglaises, ici, ouais. Ils sont petites uniformes. Ouais, c'est ça. Alors en Angleterre, c'est encore plus poussé parce que c'est vraiment genre, c'est pas une couleur, c'est l'uniforme, quoi. C'est-à-dire que l'école choisit vraiment ce que tu mets, t'as l'écusson, le machin. Et en fait, je trouve que quand t'es enfant et que tu te développes, et puis en tant que parent, c'est pas plus mal aussi. C'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Ouais, mais tu vois, justement, parce que quand t'es enfant, toi aussi, t'as une petite fille. Moi, je vois avec mes enfants qui sont... Il y a quand même entre la plus grande qui a 13 ans et le plus petit qui a 8 ans, je fais le calcul, 50 différences. Wow. Que quand ils sont petits, ils veulent ressembler à tout le monde. Ouais. Ils veulent tous se ressembler. Ouais, bien sûr. Bon, il y a des exceptions. Moi, en tout cas, dans mes enfants, il y en a un qui fait exception. Mais de manière générale, quand on est plus jeune, on veut ressembler aux autres. Ouais. Et puis, arrive un moment, tu sais, à l'adolescence, où tu essayes de te démarquer un peu. Pas trop non plus, mais un peu. Et alors, je me demande, moi, j'ai pas fait d'école où il y avait d'uniforme. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que mon obsession pour le vêtement est née. Ok. C'est que je voyais qu'il y avait tellement de possibilités et que je captais qu'en fonction de quel genre de fringue tu portes, quel look tu as, de quel groupe tu fais partie, quels sont les gens qui s'intéressent à toi, tu vois. Et je me demande, quand tu es dans une école comme ça, quel rôle prend le vêtement en fait, dans les relations sociales, dans les groupes? Est-ce qu'il a aussi un rôle ou pas? Je pense qu'un peu moins quand même. Et je crois que du coup, tu trouves d'autres manières de t'exprimer, tu vois. Alors, il y a beaucoup de filles, c'était le maquillage. Parce que forcément, du coup, c'est le seul truc où tu peux un peu les accessoires, où tu vois, t'essayes d'apporter ta touche. Et en même temps, je trouve que, un truc vraiment de psycho de comptoir, mais tu vois, je trouve que quand t'es ado, justement, tu peux aller dans l'extrême de j'ai envie de m'exprimer, mais pas trop, mais je sais pas quoi, je sais pas comment, et te poser tellement de questions dessus que je me dis que ça peut être quand même une bonne chose d'essayer de minimiser ce questionnement, tu vois ce que je veux dire, pour que ça en prenne pas trop de place. Donc ça serait peut-être ça l'avantage de l'uniforme. Ouais, je pense. Mais oui, ce truc de le fait que tout le monde soit égal et que ce soit uniforme, laisse tomber, non, tu vois quand même la différence. Tu vois quand même qu'il y en a une, à l'époque c'était les Pumas, qui étaient cool, et qu'il y a les Pumas, et l'autre il a des shoes qui viennent du magasin de fripe à côté. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu vois quand même les différences de classe sociale, bien sûr. Ouais. Ça, au niveau des sacs aussi, j'imagine, les sacs cartables. C'est ça, les cartables et tout, tu vois. Ça se voit dans les détails. Est-ce que tu crois que quand on est enfant d'immigrés et qu'on évolue dans un milieu plus aisé que celui duquel on est originaire, on a cette observation et cette attention particulière aux détails qui est exacerbée? Je pense, ouais. Je pense parce que du coup, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais du coup, tu dois essayer de vite comprendre qui est qui dans la pièce, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les interactions, quels sont les jeux. Je pense qu'on a tout ça, ouais. Et puis de te dire où est-ce que je me positionne, tu vois. Pas d'une manière stratégique ou mauvaise ou malicieuse, tu vois, mais juste de dire, c'est ça. Où est-ce que là, j'arrive dans une pièce, j'arrive dans un groupe, quelles sont les dynamiques et où est-ce que j'ai envie d'aller me positionner. Je sais pas si je le faisais quand j'étais plus jeune. Ouais, je pense que maintenant, j'en suis beaucoup plus consciente. Pareil, c'est exactement ce que je voulais dire. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement conscient. Ouais. C'est vraiment un automatisme. Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord. Tu vois, comme dans les films futuristes, c'est comme si j'avais un espèce de truc dans les yeux avec des... C'est exactement ça, mais bien sûr. Et alors, je vois tout. Je vois tout, je vois les bijoux, je sais si c'est de la fantaisie, si ce sont des vrais bijoux, je vois les montres, je regarde les semelles des chaussures, l'état des chaussures, je regarde, tu vois, je vois même les intérieurs des manches et des cols, tu vois, tu vois. Et alors un truc dégueu que je fais. Vas-y. Et je le fais pas exprès, les oreilles. Voilà, je sais pas pourquoi je parle des oreilles. Non, mais très bien. Donc. J'adore voir ce podcast. Je kiffe. La meilleure manière de commencer ma journée. On retourne donc t'es à l'école, puis tu vas à l'ICHEC. L'ICHEC, pareil, même délire en fait au niveau... Ouais, même délire. Après, t'as 18 ans, t'es un adulte. Après, c'était intéressant parce que mon frère était déjà là. Mon frère a 10 ans plus que moi. Il faisait partie des cercles, etc. Et donc, du coup, il était encore assez investi. Ce qui est normal. Hein. Non, mais à l'ICHEC, c'est normal. À l'ICHEC, c'est normal. À l'ICHEC, c'est normal parce que ça forme l'élite. Oui, on peut un peu dire ça. Non, une forme, ouais. Et du coup, quand il était encore, je crois, sur la fin des études où il avait fini,
Moi, j'avais 14-15 ans. J'allais faire la fête avec lui déjà. Ah ouais? Ouais, c'était chelou. Pourquoi? Enfin, en fait, moi, je trouvais ça trop cool à l'époque. Mais parce que du coup, c'était genre, ouais, je vais faire la fête avec des étudiants. J'arrivais en classe le matin en mode, t'es basse que j'ai fait hier soir. Ouais. Donc, ça me permettait aussi un peu de me... d'être différente. Mais avec le recul, je trouve ça hyper bizarre que mes parents aient dit oui. Ça n'a aucun sens. Et donc, quand je suis arrivée à l'ICHEC, je connaissais déjà des gens. J'avais déjà un peu un... Tu vois? C'est incroyable parce que ce que tu es en train de dire, trop chaud. C'est vraiment... ce que je pense, c'est que bien sûr qu'aller dans une bonne école, c'est important. Une école qui a une certaine renommée, une qualité d'éducation, tu vois, c'est hyper important. Mais en réalité, ce qui fait la différence dans ces écoles-là, c'est les gens que tu rencontres. Ouais, bien sûr. Tu vois, on le disait tout à l'heure, c'est l'empirisme, c'est-à-dire que tu regardes, t'observes, tu essayes des choses et que finalement, je me demande même si c'est pas ça qui est plus formateur que la formation elle-même. Oui, bah c'est sûr. Pour moi, c'est 70%, c'est justement les gens que tu rencontres, ce que tu peux observer, toutes ces choses que tu apprends en dehors de la classe, quoi. C'est sûr, et je pense que c'est pour ça que les gens payent des milliers et des cents pour aller mettre leurs enfants dans les écoles de malades, pour qu'ils soient dans ces groupes-là, tu vois. Ça, c'est clair, c'est des cercles d'influence, quoi. Et donc, t'étais à Saint-André, un peu inconfortable, à chercher ton truc, t'arrives à l'ICHEC, Rostar. Non, pas Rostar. Non, quand même pas. Non, après, c'était Saint-André, en fait, jusqu'en 3e année, c'était pas dingue. Et en 4e, et d'ailleurs, j'ai revu cette fille il y a quelques semaines à la réunion et je lui ai dit, en fait, il y a une fille qui m'a dit, en fait, t'as l'air quand même cool comme meuf, parce que j'étais un peu dans mon coin et tout. T'as l'air sympa, viens dans mon groupe de potes. Et du coup, j'ai réussi quand même à un peu l'ouvrir. Donc, j'étais quand même... J'ai fini sur une bonne note, l'école. Et ouais, je crois que quand je suis arrivée à l'UNIF, à l'ICHEC, j'étais quand même un peu plus... un peu mieux quand même dans la peau. Un peu plus établie parce que du coup, je connaissais déjà un peu l'endroit. Enfin bon, j'avais jamais été dans les cours et tout, mais tu vois, j'étais pas l'inconnu. Et puis, c'est l'occasion, tu recommences un peu à zéro, quoi, tu vois. Alors, j'avais quelques copines qui m'avaient suivi. Enfin, on était à l'école ensemble et on a commencé l'ICHEC ensemble. Et puis, je me suis fait un peu des nouveaux groupes de potes, ouais. Comment t'as vécu, parce que quand tu pars de Réto, et que t'es habillée tout en bleu, je trouve faite avec ta chemise blanche, tu te retrouves à l'ICHEC, jeune adulte, ou... Tu vois, ben, mon style, quand même, il a mis beaucoup de temps à s'affirmer. Hein. Je pense vraiment... Non, mais vraiment, parce que... Comment tu le dis, ouais. À mon avis, t'as pensé à des trucs, à des dingueries que t'as fait en termes de look, non? Un peu. J'étais quand même très consciente du regard des autres. Ouais. Et du coup, je prenais des fois un peu des risques, mais pas trop, tu vois. Mais t'étais consciente du regard des autres? Du coup, j'étais très jean, basket, t-shirt. T'avais peur du jugement? Ouais, complètement. Est-ce que c'était lié de nouveau... peut-être j'ai pas envie de tourner en rond, hein, mais tu vois, oui. Est-ce que c'est lié à ça, de dire, tu vois, parce que si t'en fais trop... Bien sûr. Mais en fait, pour moi, je pense que j'ai vraiment réussi à complètement sortir de ma carapace et faire, en fait, je vais mettre des chaussures roses et j'en ai rien à battre de ce que les gens pensent quand j'ai quitté la Belgique, en fait. Pour moi, c'était un vrai... C'était pas un échappatoire, mais c'était... Délivrance. Ah, complètement. Parce que justement, ce truc des choses roses, j'y ai repensé et en fait, j'avais un peu ce côté de folie, tu vois, en mode j'ai envie de m'habiller avec des couleurs un peu vives et tu vois. Et donc une fois, j'ai acheté des choses roses en solde, je me suis dit, je peux pas mettre trop d'argent dessus, mais roses bien flash, tu vois, bien fluorescentes. Elles sont comment? J'ai envie de les imaginer. Je me souviens qu'elles étaient très longues, très pointues, avec un petit talon, parce que je n'osais pas mettre des talons à l'époque. Ah, genre les ballerines comme ça, hyper longues. Ouais. Ça revient là. Oui, ça revient. Là, ça revient. Avec un petit talon quand même. Je me dis, c'est cool et tout. Et je le mets. Et je me souviens en plus, pas trop de risques, Viviane. Risque calculé. C'était pas à l'ICHEC, c'était en blocus. Donc je voyais pas trop de gens. Tu vois, donc même le truc où tu te dis, je vais prendre un risque, mais pas trop, parce que comme ça, je sais pas trop. Et ça laisse pas de traces, quoi. Ouais, c'est ça. Si. Pas stratégique, si quand même. Hein. C'est un gros truc pour moi, tu vois, de mettre des chaussures roses fluo. Et je me souviendrai toute ma vie. Tous les gens m'ont fait « on a sorti les chaussures roses fluo aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Genre 4-5 personnes dans la journée. Et j'ai dit « mais en fait, qu'est-ce que vous en avez à faire que je mette des chaussures roses fluo, tu vois? Pourquoi c'est un sujet? Pourquoi ?» Et donc ce truc en Belgique quand même, tu vois, hein, il y en a beaucoup. Dans les magasins, il y a du blanc, des noirs, des beiges, des bruns. On a du mal à sortir quand même du carcan. Et donc pour moi, quand j'ai quitté la Belgique et j'étais à Paris, parce que j'étais à Paris après Bruxelles, c'était la première fois où je me disais « en fait, je peux. Juste ça, je peux. » Mais parce qu'à Paris, tu voyais
On dit que les gens les mieux habillés, c'est les Parisiens. Mais je pense que c'était même pas le fait que j'aurais pu être à Milan, à Ouagadougou ou à n'importe où. Le fait de moi m'extraire, c'était très personnel, de moi m'extraire de cette belgitude. Il y a eu un switch dans la tête. Et maintenant, je mets des trucs et les gens font « Ah, c'est un peu chou. Rien à faire, je me sens bien dedans. » J'aime bien les trucs. J'adore. Moi, c'est ça, c'est mon truc. Et encore, je m'habille pas avec des trucs méga chelous, tu vois. Non, parce que quand tu dis des trucs chelous, bon, j'étais un peu stalkée ces dernières semaines. Moi, je suis chelou. J'adore. Non, mais j'adore faire ça aussi. Tu vois? Et non. Non, ça va. Je suis pas over the top. Et je me souviens juste du pull que tu portais la première fois qu'on s'est rencontrés. Le pull bleu. Ouais. Magnifique. J'adore ce bleu, le bleu électrique. J'adore. Ouais. Bah, tu vois, le pantalon bleu électrique, justement, que j'avais. Je me souviens pas du bas. C'est un bleu électrique qui allait avec le haut. C'est mon outfit de Power Woman, tu vois. Ah ouais, t'as ça aussi? Ouais. J'ai parlé il y a quelques jours avec quelqu'un qui, pour la première fois, quelqu'un qui prend beaucoup la parole, qui est un activiste, et qui, pour une fois, a demandé à un de mes designers de lui prêter une tenue pour un speech. Et quand il est venu ramener la tenue, il nous a expliqué que quand il a enfilé la tenue, il se sentait tellement bien que comment est-ce qu'il était, comment il se tenait n'était plus une question. Oui. C'est que, en fait, dès que tu as validé, entre guillemets, la forme, tu peux enfin te concentrer sur le fond. Ouais. Pour lui, c'était vraiment une découverte, quoi. Ouais. Et c'était impressionnant de le voir et de l'entendre le dire. Plus j'ai des discussions à ce sujet-là, plus je me rends compte que peu de gens sont conscients de se dire, en fait, le vêtement, c'est quand même quelque chose qui te permet de t'asseoir, tu vois, qui te permet de soit te protéger, soit au contraire de t'affirmer, mais en tout cas, ça apporte quelque chose au niveau de la posture, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Ouais, totalement. Et que du coup, si t'es vraiment confiant dans ta tenue, dans ce que tu portes, et tu sais que ça va, que ça n'est plus un questionnement, tu vois. Ouais. Tu te concentres sur du coup, comme tu disais, tu vois, sur le fond, sur ce que t'as vraiment envie de dire, sur ce que t'as envie que les gens retiennent de toi, tu vois. C'est ça. Et moi, je suis complètement d'accord. Je le vois maintenant de plus en plus. Je suis aussi plus attentive aussi quand je travaille avec des personnalités publiques, tu vois. Ouais. Où je dis, en fait, votre vêtement ne doit pas être un sujet. C'est-à-dire là, on travaille ensemble, on le construit ensemble, on le peaufine. Ça doit devenir un non-sujet. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu as étudié à l'ICHEC? Tu t'es spécialisée dans quelque chose? Il y a Commerce international. Commerce international. Ouais, mais... Pourquoi tu dis ça avec tellement de... Parce que c'est boring. Tu sais ce que je veux dire? J'ai pas fait genre licence en philosophie sur le chant des sirènes. Enfin, tu vois? Non, j'ai fait un truc en sciences éco, économie internationale, je sais même plus. Donc quoi, t'as fait des études sans prendre vraiment de plaisir à... En fait, j'ai fait des études... Alors déjà, quand tu dois choisir tes études à 18 ans, tu sais pas forcément ce que tu veux. Clairement, je trouve qu'on est beaucoup trop... On met beaucoup trop de pression. Et donc en fait, moi, mon choix, il était... Soit je me disais, je voulais faire plutôt communication, parce que je disais, ouais, j'aime bien les médias, le machin, why not? Ou bien faire comme mon frère. Et mon père aussi, mon père avait son business, etc. Donc tu vois, le business en général, c'est une bonne option. Que tu connais. Et surtout qui ferme pas beaucoup de portes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout si t'es pas... s'achète. Ouais. Et que si tu veux faire autre chose après, si au moins t'as une base de connaissances en business, c'est pas mauvais, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est comme ça que le choix s'est fait. Et après, petit à petit, en fait, à un moment donné, j'ai doublé ma 3e. Et donc, par contre, j'ai vraiment doublé de peu. Donc, en fait, j'avais pas beaucoup de cours. Donc là, forcément, quand t'es dans l'ennui et que t'as du temps, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard? En fait, t'as le temps pour du questionnement. Et là, je me suis rendu compte assez vite que je ne voulais pas finir dans la finance, dans l'audit ou dans la banque, comme 90% des gens qui sortent de cette école. Je me suis dit, ok, ça c'est cool, je sais ce que je ne veux pas, mais du coup, qu'est-ce que je veux? Et donc, c'est poser la question de, en effet, qu'est-ce que je fais après mes études? Et c'est là où s'est développée cette envie d'aller plus vers la mode, les industries de la création, etc. Et c'est comme ça que ce cheminement a commencé. Mais comment la mode? Est-ce que tu avais déjà un truc, je sais pas moi, peut-être tes parents, ta maman, ton papa? Ouais, alors ma mère était chef d'atelier. Et tu te demandes d'où ça vient? Oui, d'accord. Mais moi, je voulais pas faire du côté... Par contre, je voulais pas la mode du côté artistique. Je voulais la mode du côté de business. Parce que, justement, alors, ma mère était chef d'atelier, elle a fait Bischoff, je sais pas si tu connais, voilà. Elle a eu plein de vies, ma mère, mais c'était une de ses vies. Chez Kids School, d'ailleurs.
qui est une marque à l'époque assez connue. Ça existe encore? Non, je crois pas. Je crois qu'ils ont fermé le truc. C'est pas un truc tout plein de couleurs, c'est C'est un truc, plein de couleurs, avec beaucoup de Mickey et de Minnie à l'époque. Ils avaient la licence et tout. Ça existe encore au Maroc, je crois. Il y avait un peu un côté familial, mais moi, justement, je ne voulais pas être designer, tu vois. C'était pas ce qui me faisait kiffer. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait, je voyais la mode et les industries de la création comme un business. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être là où je peux trouver ma place. Et puis en plus, bon alors de nouveau on rentre dans les trucs très psycho, mais j'ai fait de la danse à un très haut niveau, et qu'en fait pour moi le parcours il est pareil quand t'es danseur ou quand t'es designer, et t'as besoin que quelqu'un te choisisse. Et que l'art c'est très abstrait. T'es un peu comment est-ce qu'on appelle ça, être au dépens du désir. C'est ça. De quelqu'un ou d'une tendance à un instant donné. Et je voulais pas être dans ce rôle-là. Parce que je l'avais été quand j'étais danseuse. Et en fait, moi, ce qui m'a fait arrêter la danse, c'est que je me suis dit, en fait, je vais pas être maîtresse de mon destin. C'est-à-dire que je vais devoir attendre qu'un chorégraphe, qu'un créateur, que quelqu'un aime ma technique. Parce qu'en fait, ta technique, ça peut aller jusqu'à un certain point. Mais ce que toi, tu dégages, ça doit plaire à quelqu'un à qui tu dois être choisi, quoi. Et je voulais pas ça. Et donc, pour moi, être designer et dans le côté artistique, c'était ça. Et je voulais absolument l'éviter. Parce que le trauma à 14 ans de décider d'arrêter la danse était encore là. Et donc, du coup, le côté business. Parce que plus tangible, tu vois. Exactement. Un Excel, des chiffres, machin. C'est des skills qu'on peut pas te... On peut pas, il n'y a pas d'interprétation. Ouais, c'est ça. Mais du coup, business de la mode en Belgique, il n'y en a pas beaucoup. T'étais en 5e année de... Donc donc en gros j'ai doublé ma 3e et j'ai refait ma 3e où là je me suis dit quel est mon projet de vie. Et donc ma 4e année qui était ma dernière était vraiment la construction de la suite, quoi. Et là t'avais déjà conscience que tu voulais faire du business en mode. Ouais, exact. Et tu t'es renseigné pour savoir si ça existait. C'est ça, j'ai fait un business plan. Vas-y, raconte. J'ai fait un business plan parce que bien sûr mes parents étaient là, mais non, tu vas devenir comptable ma fille, c'est beaucoup mieux pour ta carrière, c'est beaucoup plus safe. Je dis, non, je veux pas devenir comptable. Je veux pas avoir un job chez Accenture ou chez KPMG et je vais me faire chier. Je peux le faire, mais je vais me faire chier. Et donc, j'ai fait un vrai business plan. À l'époque, LinkedIn, c'était le tout début. Donc, j'ai contacté un peu des gens, j'ai été me renseigner, etc. Parce qu'il y avait 2 choses. Je savais que je voulais partir de la Belgique et du coup, j'avais ce projet dans la mode. Donc, je m'étais dit, soit je me trouve un job, whatever, je me trouve un job quelque part et je me casse. Dans la mode? Ah ouais, oui, bah ouais. Okay. A priori, c'était ça. Ou bien, je fais une année d'études en plus. Et donc, du coup, pour convaincre mes parents de payer, enfin, surtout mon père, j'ai fait tout un business plan en mode. Donc, en fait, j'ai contacté ces gens-là, j'ai analysé ces écoles différentes, voilà les plus, voilà les moins, voilà combien ça coûte, voilà le machin, voilà mon investissement. Mais c'est vraiment un bon investissement, allez-y, tu vois. Ouais, j'ai fait des recherches pendant des mois. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à vraiment prendre mon courage à 2 mains et de contacter des gens que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai contacté Leila aussi, en fait, en mode « Bonjour, j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu aurais 30 minutes pour prendre un café avec moi ?» Waouh, mais donc ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu fais depuis... Je veux dire, c'est pas quelque chose de facile et naturel. Mais je suis dit go, en fait. Et donc, tu t'es retrouvée à Paris, alors? Et donc, du coup, j'ai été acceptée. J'ai choisi Paris parce que ça semblait la meilleure école. Ouais. Donc, le business plan, c'était un comparatif des écoles. Des écoles, et des débouchés que tu Ouais, exactement. Et donc, il y avait Londres, Milan, Paris. J'avais enlevé New York parce que c'était trop loin, trop cher, trop machin. Bref. Et donc, finalement, l'IFM à Paris, où j'ai été prise. Donc, il y avait un concours, il y avait un dossier, et puis après, il y avait un entretien où j'ai trouvé que j'étais nulle, mais en fait, j'étais prise. Enfin, pas nulle, mais je me suis dit, c'était pas dingue, Viviane. Mais j'étais contente quand même de mon exercice, parce qu'en fait, quand t'arrivais, tu devais piocher 2 papiers, et c'était un thème. Et tu t'avais 20 minutes pour préparer un petit exposé, quoi, tu vois. Ok. Pour comprendre quand même et valider tes connaissances à la mode. Et il voulait voir aussi, je pense, un peu ton raisonnement, quoi, tu vois. Ok. Tu commençais par ça, et puis après, c'était une interview devant un jury. Et moi, je me souviens, j'avais un truc sur le sportswear et un truc sur le jean. J'étais excellent. Et c'était que vend-on quand on vend du jean. Et j'ai trop kiffé. J'étais là, bam, 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 bam. Donc j'ai présenté. Ça, j'étais contente. Parce que je m'étais dit que j'avais bien déroulé l'exposé. Mais sur le reste, je me trouvais pas incroyable. Mais bon, ils m'ont quand même prise. Donc j'ai été à Paris. T'as fait tu t'es auto-formée genre en histoire de la mode ou histoire de l'art avant Ah ouais. Donc en fait, tous les bouquins, dès que j'allais à Paris ou que je voyais un bouquin à la Fnac ou un truc, j'étais là, oh, je vais l'acheter. Je passais, à l'époque, c'était quand même le début des défilés sur Internet. Mm-hmm. Donc tous les défilés, je regardais tout. Je les connaissais par cœur, ces défilés, quoi. Tu me montrais une image, je pouvais te dire quelle collection, quel machin. J'ai tout oublié, bien sûr, mais... donc, ouais, je faisais ça. Parce que comme j'avais pas cours,
je passais ma life sur mon ordi à regarder des fashion shows, des trucs sur YouTube. Je me suis formée toute seule, quoi. T'as fait presque une année en C'est plus ça. de ton année en plus. Ouais, exactement. Donc, tu intègres l'Institut français de la mode. Tout à fait. Ok. Et tu fais quoi là-bas? Et donc, je suis en postgraduate fashion management. Bon, le titre est en anglais, mais c'était en français, les cours. Ami français. Pourquoi? Et donc, je crois qu'on était genre 72, 73, un truc comme ça en classe. Et donc, on était une petite classe et c'était 1 an de travail acharné, mais c'était incroyable. C'était la première fois que, tu vois, je sortais de « Ah, Viviane, c'est la fille qui aime bien la mode, tu vois ?» Ah, en fait, je suis entourée de gens qui parlent le même langage que moi, quoi. Ouais. Et ça, c'était génial. Est-ce que tu peux dire que c'est la première fois où tu t'es pas sentie différente? En un sens, je pense, ouais. Et c'était lié, parce que c'est une culture que d'aimer la mode, de connaître la mode, Ouais. de parler. Parce que je crois que pour la plupart des gens, quand on dit la mode, c'est les défilés de mode, c'est le côté star system qu'il y a autour, mais en réalité, c'est l'art, c'est la culture, c'est la création, et donc c'est vraiment quelque chose de culturel. Est-ce que c'est ça qui t'a permis de te sentir à ta place, et aussi le fait que tu pouvais porter des chaussures roses et des pantalons bleus électriques sans que personne te dise alors est-ce que tu es riche, est-ce que tu es pauvre, est-ce que tu es folle? Ou qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans ta tête pour que tu portes ça? Tu vois, tu t'es arrivé en cours et les gens étaient là, why not, quoi, go for it. Et donc, je crois que c'était la première fois que vraiment j'avais le même langage et que je disais quelque chose et les gens répondaient, tu vois. Pas juste où je disais quelque chose et les gens faisaient « Ah ouais, c'est trop cool !» Tu vois? Ouais, je vois. Ah ouais, t'as vu ce dernier défilé là? Ouais, trop sympa. Tu sais, où j'étais à Bruxelles, il n'y avait pas de répondant. J'avais pas forcément j'avais pas d'échange. Alors que là, je disais quelque chose et ça lançait une discussion, tu vois, où il y avait du répondant. Et ça, c'était incroyable. Psychologiquement, tu vois. Ah si, je comprends tout à fait. C'était fou. Donc il y avait ça, et puis aussi, forcément, d'être dans une autre culture, d'être plus chez moi, tu vois, de vraiment pouvoir être lâché un peu dans Paris. Et donc là, tu t'es lâché au niveau des fringues, alors à ce moment-là, au niveau un peu plus. Tu restes quand même quelqu'un de retenu, non? Oui, un peu. Mais avec l'âge, on se bonifie, tu vois. Oui, ça c'est vrai. Peut-être qu'à, je sais pas, à 65 ans ou 70, je serai comme Iris Van de Vold, tu vois. Peut-être que je deviendrai, bien sûr, icône ultime. Peut-être qu'à 80 ans, je serai comme elle. Moi, je rêverais d'être une petite souris à Manhattan qui irait dans tous les appartements qu'elle loue et dans lesquels il y a des mètres et des mètres et des mètres et des mètres de tringues. Tu sais, quand j'achète des trucs qui n'ont ni queue ni tête, quand j'essaye d'y penser de manière objective, je dis, Iris, elle achetait des trucs dans des marchés, elle les a gardés, les a pimpés, elle a fait son propre styling et c'est ok. Donc, vas-y. J'ai vraiment, parce que je l'ai entendu dire ça en interview. C'est vrai. Qu'elle achète, elle a dans sa collection, parce qu'elle elle a déjà fait une exposition au MoMA, qu'il y a des bijoux, parce que ça aussi, ça fait passer un statement chez elle, tu vois. C'est vraiment le maximalisme au niveau des bijoux. C'est qu'elle a des choses qui valent beaucoup, beaucoup d'argent, mais elle a des trucs qui valent 50 cents, $1, qu'elle achète dans des petites boutiques quand elle se baladait, quand elle pouvait encore marcher dans des petits quartiers, elle est dans des petits magasins, parce qu'elle voyait ce qu'elle pouvait construire comme image, en fait. Tu vois, c'est comme si elle achetait un pigment ou... Enfin, voilà. C'était une petite La petite parenthèse. Voilà. Donc, tu fais une année, stage, pas stage, parce qu'en France, ils aiment bien ça, les stages. Stage, bien sûr. Stage gratuit. Et bien sûr, comme j'étais la petite belge, mon CV n'était pas comme les autres. Donc, j'ai beaucoup de mal à trouver un stage. J'ai trouvé un stage chez Vuitton. Un peu par hasard, quand même. Vas-y, raconte. Parce que... Ah non, mais ce stage, c'est le par hasard, c'est jamais complètement par hasard. Vas-y, explique. Je te jure. Genre, vraiment, j'ai cru que j'avais cramé toutes mes chances. C'est-à-dire que tu commences, en plus, comme l'IFM a quand même une renommée, les marques viennent à nous. On a une journée ou une après-midi où ils viennent faire des interviews et tout. Moi, j'étais genre en mode, j'étais pas à l'aise du tout. Parce qu'en plus, tu sais, les Parisiens, ils te prennent de haut. Enfin, tu vois, tu connais. Ah, votre CV, vous n'avez pas fait d'année de césure? C'est quoi ça, année de césure? Tous les étudiants qui font une école de commerce en France, ils ont une année de césure où ils ont 1 an de stage, du coup. Okay. Moi, je n'avais point ça, puisque les stages en Belgique, ça n'est pas quelque chose qui se fait. Non. Moi, j'avais fait mon stage en même temps que j'écrivais mon mémoire parce que je voulais avoir une expérience, tu vois. Donc, mon CV était un peu pauvre, comparé, tu vois, en comparaison avec... Ton mémoire, c'était quoi le sujet? C'était sur le marché du prêt-à-porter du luxe en Roumanie. C'était compliqué.
On reviendra là-dessus. Ouais. Marché du luxe en Roumanie, parce que marché du luxe en Roumanie, Vuitton, Oui, à ma connaissance. Bon, ouais. J'avais des entretiens, etc., mais je n'avais pas vraiment été retenue. Et in fine, j'étais sur un stage potentiellement d'1 an chez Chaumet et Vuitton en merchandising. Mais là, chez eux, le merch, c'est vraiment genre plus l'achat, tu vois. Ok. C'est pas le visual merch. En merchandising, prêt-à-porter. Je dis, ok, cool. Et en fait, d'habitude, tu avais un entretien avec la RH qui te screenait, disait oui, non, et te rappelait pour l'entretien avec les opérationnels. Sauf que là, elle s'est pas très bien exprimée. Et donc, en fait, j'enchaînais les deux. Sauf que moi, je me disais, merci, au revoir. Le même jour? Oui. Au même moment? Oui. Donc, en fait, moi, je dis à la RH, merci beaucoup, au revoir, bonne journée, à bientôt, on se tient au courant. En fait, elle voulait que j'attende dans le hall. Ok. Mais sauf que moi, j'étais prendre le métro. Ça, c'est chez qui? Chez Chaumet? Chez Vuitton. Chez Vuitton. Donc, moi, et puis tout d'un coup, je rentre dans le métro, je suis déjà dans le métro, je prends le métro, et mon téléphone commence à sonner. En mode bzz, 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 je me dis, ok, chelou. Et donc, finalement, je décroche. Heureusement, il y a le réseau dans le métro parisien, et j'entends une voix qui me dit, mais vous, je suis à l'accueil, je vous attends, vous êtes où? Je dis, t'as pas demandé pourquoi? C'est pour l'entretien? Oui, j'arrive, pardon. Et après, ils ont dit que la RH avait fait une erreur dans la manière dont elle avait pas fait le rendez-vous, etc., tu vois. Ouais. Mais bref, moi, je me sentais comme une merdasse. Ils vont me prendre pour une débile. Parce que t'as pas compris. Parce que j'ai pas compris, parce que je suis partie, parce que du coup, j'étais 20 minutes en retard, enfin, tu vois, 15-20 minutes et tout. Et finalement, j'ai eu le stage. Voilà. Donc, j'ai eu le stage, je suis restée un peu plus longtemps, et puis, in fine, je suis restée 7 ans chez Vuitton. Mais par hasard aussi. C'est-à-dire que je pensais jamais. Non, mais vraiment, je ne pensais pas. Oui, toi, tu pensais pas. Moi, je pensais pas. C'est pas le hasard. C'était pas mon rêve. Justement, moi, au début, je me disais petite marque de designer. Tu vois, je pensais pas rentrer dans une grosse boîte comme ça. C'était pas ton rêve parce que tu pensais que c'était inaccessible. Ah, pas pour toi. Je sais pas si je pensais que c'était inaccessible. Ou alors tu préférais vraiment un petit truc un peu confidentiel, ou alors c'est le syndrome du Belge. Tu sais, je pense. Pas, Ouais, je pense qu'il y avait un peu de ça. Non, j'ose pas, Vuitton, jamais. Je suis restée. Et donc là, t'as fait quoi? Et donc, j'ai fait donc, ce stage, et puis après un CDD où je bossais jusqu'à minuit. C'était le truc de ma boule. Mais bon, j'étais en intérim à ce moment-là, donc je t'ai payé quand même. T'es mieux payé en intérim que quand t'es salarié, quoi? Non, mais du coup... C'était mieux que stage. Ouais, c'était mieux que stage. Ouais. Parce qu'ils devaient le mettre sur une certaine ligne de budget, donc ils se sont dit, intérim, ça va? Ouais, très bien. J'en ai marre de manger des pâtes. Donne-moi de l'argent. Vas-y, je vais acheter du beurre. Et en fait, comme ma boss sur le projet 3 mois, elle savait très bien, c'était la fin de Yves Carcel. Donc, ils avaient des projets de malade à travers le monde entier. Pour faire un peu ses bye-bye. C'était le CEO de Vuitton qui a créé Vuitton, en fait, avec Bernard Arnault. Donc, c'était sa dernière année. Qui faisait un peu un goodbye. Non, mais il a pas créé Vuitton avec Bernard Arnault. Non, mais ils ont repris. Ah oui, d'accord. Et c'est lui qui a quand même... créer le Vuitton qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, okay. Ouais. Donc quand même aura incroyable et tout. Il avait une aura de dingue d'ailleurs. Et donc du coup ils avaient un projet en fait sur la dernière année de Yves Carcel et moi j'étais le petit, tu vois la petite nana derrière mon écran qui faisait en sorte que ça fonctionne quoi. J'étais un peu project manager pendant 3 mois et donc ma boss elle savait que je faisais des horaires de PT et donc elle me signait mes feuilles. Ouais, t'as aussi le commandeur. Ouais, vas-y. Yes. Elle était juste contente que d'avoir trouvé quelqu'un qui travaille. Ouais, c'était ouf comme expérience. Vraiment, genre, j'ai fait des fermetures. Enfin, j'étais seule dans les couloirs. Tu sais, t'es seule et t'as le couloir avec la lumière qui s'allume quand tu bouges. Ouais, j'en ai fait plusieurs, ouais. Oh là là. Donc ça, et après, j'ai mis du temps quand même à trouver un boulot, hein, parce que c'était la crise, tout ça, à ce moment-là. Mais ils t'ont gardé quand même? Oui, alors, à la base, moi, je voulais rentrer plutôt dans un programme dans le retail, un peu naïve, tu sais, genre en mode, mais j'ai fait 1 an au Pont-Neuf, je suis là, tu sais, j'avais un peu pris la grosse tête quand même. Et puis mes boss m'avaient recommandé. Ouais, c'est ça. Et mes boss. C'est pas vrai, je vous aime. Et donc, en plus, mes boss avaient dit qu'elles m'avaient recommandé et tout, donc je me disais, c'est bon, tu vois, ça va le faire. Et puis, je me souviens, toute ma life, j'étais en train de boire l'apéro avec ma copine et je reçois un coup de fil de la RH qui dit oui, en fait, on a revu nos budgets, on doit revoir un peu le programme, du coup, ça va pas le faire pour cette année, mais on se reparle l'année prochaine. Je dis, quoi? Et moi, je fais quoi? On se reparle l'année prochaine. Donc, on était genre en août et j'ai rien pour septembre. Ok. Donc là, quand même, une phase un peu compliquée de stress, hein, parce que du coup, en plus, t'imagines, j'ai fait le business plan à mes parents. Ouais. Donc du coup, ils sont là, il est où ton super travail? Ouais, ton super boulot. Ouais, c'est ça. Super année d'études. Donc tu vois la pression qui rentre, qui commence. Je peux imaginer, ouais. Et bon, je te passe tous les détails. Et finalement, j'ai trouvé un CDI
un CDI, et je suis revenue en Belgique parce que Vuitton ouvrait une équipe en Belgique sur tout ce qui était service client, digital, innovation, etc. Et c'est comme ça que... T'es rentrée dans la tech. Ouais, exactement. Parce que t'avais besoin d'un job. C'est ça qui t'a amené à la... Non, j'ai toujours été très geekos. Ah ouais? Toujours, ouais. Mais parce que mon frère adorait, etc. T'avais une Game Boy. Ah non, j'avais pas le droit d'avoir une Game Boy. J'avais pas le droit. On avait des ordinateurs. Et donc, moi, j'avais mes petits jeux. Et c'était... Alors, les vieux, les OGs se rappelleront, ou quand t'avais pas encore Windows 3.1, où tu devais faire C, 2 points, / tu rentrais dans l'ordi, quoi. Ouais, moi, j'ai fait ça. Voilà. Bah, moi, j'avais une fiche. Et donc, j'avais une petite fiche par jeu que mon frère m'avait installé. J'étais là, aujourd'hui, je vais jouer ça. Et je tapais mon adresse. Et donc, ma mère, elle faisait aussi du traitement de texte, machin. Donc, j'étais avec des ordis très vite, quoi, tu vois. Okay. Et donc, j'ai toujours retrouvé ça intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à bosser, qu'il y avait tellement de choses qui arrivaient. Il y avait tellement de changements induits et qui arrivaient grâce à la tech, que du coup, je me suis dit, il y a quelque chose. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu vois. Je sais pas, ça a été vraiment... Ouais, complètement. Et donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et en fait, je suis un peu une workaholic. Et donc, en fait, j'ai dit oui au boulot pour juste avoir un truc. Et après, en fait, j'ai commencé à faire des heures sup, à bosser sur les trucs, à aller chez mon boss en disant, j'ai vu un truc, on pourrait faire ça un peu mieux. Il m'a dit, ouais, bah, tu fais ton taf. Et puis, en fait, si tu veux rester plus longtemps, tu peux bosser là-dessus. Et donc, in fine, je me suis créé mon propre job, quoi. Et donc, à la fin, j'étais project manager, quoi. Dans un département qui... Dans le département, donc chez Vuitton, qui avait du coup le scope Europe, sur tout le digital en Europe. Et donc moi, j'étais devenue project manager sur tous les nouveaux projets. Et donc quoi, les sites internet C'était plus, alors là... les choses que les gens qui ne sont pas dans la tech puissent comprendre et imaginer. Là, ce qu'on faisait dans notre département, c'était qu'en fait, on était vraiment sur le service client. Donc, comment est-ce qu'on pouvait aider les clients futurs, qui ne sont pas encore clients, ou les clients existants, à avoir un service plus efficace ou plus agréable pour eux. Donc, il y avait soit avant la visite, où tu avais plein de questions sur... ça peut être des trucs aussi débiles que quand est-ce que le magasin va ouvrir, ou quel est le stock, est-ce que je peux trouver ça. Donc, c'est le pre-visit ou bien post-visite, souvent. Puisque l'objectif, pourquoi Vuitton avait créé ce service client là-bas, c'est de se dire, en fait, on veut que 80% des réponses puissent être données par quelqu'un qui n'est pas physiquement en magasin. Tu vois, l'ouverture de magasin, les heures d'ouverture, ça ne doit pas être un vendeur qui te les donne. Ça peut être quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Le stock, pareil. Des infos sur le produit ou même aller vendre en ligne, ça ne doit pas être quelqu'un du magasin. Donc, ils avaient très vite compris l'importance du magasin et où aller, justement, prioriser les ressources, tu vois. Et donc ça, c'était lié à Internet, à l'émergence. Ouais, à l'émergence d'Internet et du e-commerce. Parce que le luxe, quand même, a été très, très long à aller vraiment dans l'e-commerce, comprendre. J'ai cru comprendre. Et je crois qu'il y a des grosses difficultés dans le e-commerce, dans le luxe, c'est qu'il y a des grosses... les multimarques. Il y a le multimarque chinois qui est en train de reprendre le marché parce qu'ils ont plus de poids, parce qu'ils ont plus de pouvoir d'achat avec le développement du pays. Et que donc des... mastodontes ou en tout cas des choses qui font rêver en Europe et aux États-Unis qui finalement ne fonctionnent pas. Farfetch marche pas. C'est ça. Farfetch, oui. Tu vois, les multimarques ont un vrai problème sur leur business model. Ça marche plus aujourd'hui. Mais pourquoi le luxe ne fonctionne pas il y a plein de trucs, ça pourrait être un autre podcast, mais le problème c'est que les marques des Vuitton, des Dior, des Gucci, etc. En fait, petit à petit, ont compris, et surtout avec le Covid, ont compris qu'ils avaient plutôt intérêt pour garder leur marge, de développer leur réseau à eux, leur site à eux. Et donc, ils ont énormément investi. Et donc, maintenant, en fait, la proposition client est beaucoup plus forte quand tu vas chez une marque. Et le truc, c'est que les multimarques, que ça soit même les magasins propres ou les multimarques en ligne, ont vite été surpris la tangente assez facile en fait de faire du discount. Et le problème c'est que c'est un cercle vicieux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis les marques ont commencé à dire du coup tu fais du discount, donc en fait t'es pas forcément, tu vas pas chercher le client que je veux. Et donc ils ont commencé à avoir plus de pouvoir dans la négociation. Ouais. Et donc à un moment donné de dire à certains magasins c'est fini, on te donne plus d'accès au meilleur stock. Et on sait très bien que dans la mode le meilleur stock au bon moment c'est le nerf de la guerre, en fait. Ouais, c'est ça.
Et donc, quand tu peux être un Farfetch, justement, si en fait tu promets à tes clients en mode le dernier défilé rose de Valentino, on va l'avoir en preview, machin, et vous serez les premiers, et qu'en fait t'es le dernier à le livrer, ton client te regarde et dit, mais tu t'es fichu de moi, tu vois. You overpromised and underdelivered, comme on dit chez les Anglais. Ouais. Et donc, les multimarques, c'est très compliqué comme business model. Aujourd'hui, comment est-ce que... Parce que tu vois, ça me fait penser encore à un autre article que j'ai lu sur les tendances. J'ai lu la semaine dernière dans le Vogue que LVMH Innovation, il y a un prix. Oui, semaine prochaine, jeudi matin. Voilà, mais que l'année dernière, c'est vrai. Et je crois que c'est le... Je ne sais pas s'ils ont gagné ou s'ils sont prévus pour être gagnés, mais en tout cas, il y a une start-up qui est en train de développer une intelligence artificielle pour les prévisions de tendance. Mais alors, moi, quand on me dit prévision de tendance, j'imagine bureau de tendance, une grande table avec des morceaux de tissu, des photos, des trucs chinés dans des villages au fin fond de la Papouasie, parce que ça va être la tendance dans 2 ans, tu vois. Ouais. Mais alors, ça veut dire que c'est la mort de ces endroits-là et de ces métiers-là, ou c'est une mutation comme beaucoup de métiers? Je pense que c'est une mutation. Pour moi, c'est pas la mort du tout. Je crois que quand je regarde les bureaux de tendance, souvent quand même, il y en a peut-être 1 ou 2 qui font vraiment du taf. Comme tu dis, qui vont au fin fond de la Papouasie, qui vont trouver un truc, et les autres, c'est beaucoup de copier-coller quand même. Déjà parce que les budgets sont coupés, tu vois, t'as plus l'argent d'aller envoyer tes équipes partout, etc. Ça aussi, c'est difficile à comprendre, tu vois, qu'on nous dise, qu'on entende et qu'on lise qu'il n'y a plus d'argent pour développer les projets dans l'industrie du luxe, alors que c'est l'industrie qui fait le plus de bénéfices année après année. Les marges. Ouais, mais bon, on peut pas couper les marges plus que maintenant, qu'elles sont déjà coupées. Ah si c'est un ordinateur qui le fait, c'est ça. Voilà, on délocalise plus, on efface, on delete les gens et c'est un ordi qui le fait. Pas forcément un ordi qui le fait, mais en tous les cas, oui, on doit aller plus vite, on doit aller... Je suis pas forcément d'accord avec ça, hein, je te dis juste ce qui se passe. On doit être plus efficace, plus, tu vois, le temps d'envoyer toute une équipe artistique avec 20 personnes de ton studio pour faire un... Comment ils appellent ça? Un voyage de... Mais je vois ce que tu vois. Où ils vont... D'inspiration, etc. Bah, peut-être que maintenant, ils vont en envoyer 5 et pas 20. Et toi, tu bosses sur ce genre de truc-là? Moi, je bosse plutôt, en fait, sur la partie plus client-facing. Okay. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, plus qui est devant le client, quoi. Enfin, qui va être consommé par le client. Ok. Le client final. En magasin? En magasin, ouais, exactement. Et je pense que parce que, comme j'ai commencé chez Vuitton, ils sont très axés clients. Okay. Ils réfléchissent au client. Enfin, pas constamment, mais... C'est central. Ouais, le client est central. Ça m'a beaucoup influencé je pense, dans ma carrière, dans la manière dont j'aborde les choses. Et du coup, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Parce que aussi, forcément, le e-commerce, c'est une expérience client. Parce que, justement, quand tu parles de la digitalisation de l'expérience client, du coup, on revient aussi un peu aux sources et dire quelle est l'expérience que tu vis quand tu es un être humain dans un espace, tu vois. Et donc, ça fait aussi partie, et c'était une des choses que je faisais chez Vuitton à un moment donné, c'était de m'occuper de toutes les expériences pour les super clients, mais physiques, tu vois, pas digital. Okay. Parce que justement, dans ce monde dans lequel on est, le physique a encore plus d'importance, tu vois. Absolument, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais qui t'a besoin d'un équilibre. C'est ce que j'allais te dire. Donc, tu bossais sur l'aspect digital immatériel. C'est ça. Puis tu faisais une corrélation pour que quand ce client-là avait réussi à le choper digitalement, tu puisses le caresser dans le sens du poil quand il arrive chez toi, dans les salles. Ou dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu l'as en physique. Et comment est-ce que tu fais pour justement lui créer un compte, une identité digitale, tu vois? Donc ça, c'est quoi? C'est de la fidélisation plus en fait. Fidélisation, l'omnichannel. C'est de se dire, en fait, ces deux existent. Et il faut les lier plutôt que de penser que c'est 2 mondes et 2 manières distinctes de fonctionner. En fait, et même nous, en tant qu'être humain, tu vois, t'es toi, ici, dans le monde présent, mais t'as aussi une identité digitale. Absolument. Tu peux pas l'éviter. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois active ou pas, tu vois, tu l'as de toute façon. Oui, t'as une adresse Google, enfin une adresse email, t'as probablement un ou plusieurs comptes sur des réseaux sociaux, etc. Donc, quoi qu'il arrive, en tant qu'être humain au jour d'aujourd'hui, en 2024, tu vas les deux. Et donc, comment tu fais, quand t'es dans le business, de faire en sorte que les deux matchs. Ouais, les 2 matchs. C'est marrant, ça me fait penser à un truc, en ce moment, un questionnement que j'ai, c'est comment faire pour... faire justement, c'est la même chose, je crois. Enfin, dis-moi si c'est la même chose. Faire merger quand tu travailles sur un personal branding, ce qui est mon cas avec le podcast en ce moment. Comment est-ce que tu fais pour faire merger ta vraie personnalité, qui tu es dans la vraie vie,
avec ton identité digitale. Ouais. Parce que ton identité digitale, c'est pas uniquement les images et le texte que l'Internet va pouvoir aller chercher, que toi t'as mis ou que les gens ont mis, c'est aussi l'impression que ces données donnent sur les gens qui les voient. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est marrant parce que je sais pas pourquoi ce matin, je t'ai dit, j'ai fait mon petit déj avec ma fille ce matin, et je sais pas pourquoi, elle a demandé à ChatGPT est-ce que tu connais Samia Boujard? Et elle m'a dit, maman, je suis choquée, c'est ta carte d'identité. Arrête. Et je te promets. Il lui a dit qui j'étais, ce que je faisais, quels étaient les plus gros projets sur lesquels j'avais travaillé. Et puis après, il lui a fait une carte d'identité en mode bullet point. Je me suis dit, après ça, je me dis, clairement, j'ai une présence digitale avérée, mais que, tu vois, les escrocs qu'on a connus dans les années 90-2000, tu vois, il doit sûrement y en avoir maintenant, et on va le découvrir dans quelques années, tu vois, qui vont maîtriser ces outils-là. Bien sûr. Tu peux vraiment encore plus te créer une vie, tu vois, un monde entier. Et on n'est pas dans le métaverse, tu vois, c'est pas du métaverse. Ouais, bien sûr. Tu vas googler quelqu'un et tu pourrais même le vérifier parce que cette personne-là, tu pourrais la croiser au supermarché, te dire « Ah ouais, mais voilà », et discuter avec cette personne, elle va confirmer ce que... Enfin, tu vois. Ouais. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec ces nouveaux outils digitaux, tu peux vraiment te créer une vie et en fait te créer une identité, quoi, qui soit est dans ce que les gens ont déjà comme impression de toi ou alors quelque chose de complètement différent, tu vois. Je crois que avec mon esprit critique, des fois, je vois quand les gens le fake. Genre, ouais, en fait, t'essayes un peu trop, quoi, tu vois. Mais good for them. Enfin, je veux dire, s'ils ont, tu vois. Exact. Chacun fait son truc. S'il a envie de se créer une nouvelle identité, vas-y, tu as les outils à ta dispo, quoi. Je trouve que c'est devenu beaucoup plus simple de le faire au jour d'aujourd'hui et justement de rentrer dans des nouveaux cercles d'influence, etc., qu'avant, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. C'est des Donc, portes, si les gens veulent le faire, c'est des portes d'entrée, quoi. Ouais, c'est clair. C'est passionnant, quand même, parce qu'en fait, tous les jours, t'as des nouveaux projets, en fait. Ça ne s'arrête pas, vu que la technologie... Ouais, là, tu vois, je suis à fond sur le AI et ça arrive. J'ai eu un peu peur au début. Et là, je suis en train de me dire, mais en fait, il faut que je m'informe parce que je trouve... Et c'est comme pour tout. Tu vois, c'est comme toutes les grosses révolutions. Tu vois, c'est une révolution technologique, c'est une révolution humaine. Peut-être que celle-là va faire en sorte qu'on va peut-être un peu faire moins de la merde au niveau de l'humanité. Peut-être. Tu vois, parce qu'il y a quand même un potentiel d'amélioration de la vie humaine qui est incroyable. Tu vois, pour protéger, sauver, récupérer l'environnement, faire en sorte de respecter les droits humains. Mais après, le revers de la médaille, c'est l'opposé, mais plus. Ouais, bien sûr. C'est ça le truc, mais je crois que ça dépend aussi du coup de quel est ton jugement de valeur et soit tu es la personne qui regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, je trouve que et c'est avéré, je sais plus dans quel article, peut-être de New York Times, il disait on est la première génération, nous, dans les trentenaires, quoi, tu vois. Trentenaires, 40. On est la première génération qui potentiellement pouvons laisser la Terre dans un meilleur état que nos parents. C'est hyper optimiste. De ouf. Enfin, ça, tu vois, moi, je me dis, ok. Mais alors, du coup, et ça, j'en reviens aussi à ce qu'on disait au début, tu vois, sur l'entrepreneuriat féminin, etc., c'est en fait que de donner la place à des gens qui ont des idées, peu importe ton sexe, ton genre, ton machin, peu importe. Si t'as une bonne idée, en fait, il faut qu'on te crée une place à la table, quoi. Et parce que on a cette opportunité-là d'aller vraiment, je trouve, d'aller changer les choses, quoi, tu vois. Parce que là, la Terre, elle est un peu fucked up, quand même. Un peu, quand même. Et qu'on a besoin de tout le monde. Et que tout le monde a de bonnes idées, finalement. Maintenant, on a les outils pour les mettre en œuvre. Exact. Sans que ça prenne un demi-siècle, quoi. Exact. Ou un demi-million. Ouais. Non, maintenant, tu peux beaucoup plus facilement créer un site, créer une app. C'est devenu beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus accessible, en fait. T'as plus besoin de savoir coder, d'aller trouver un codeur, quelqu'un qui peut te faire un site. Non, tu peux le faire toi-même derrière ton ordinateur, sans aucune ligne de code. C'est incroyable, quand même. Ouais, à fond. Moi, je réalise pas tellement parce que je vois pas la... Tu vois, moi, je suis vraiment une novice. Tu vois, pas dire une néophyte, tu vois. Non, mais Google Drive, c'est bien. Google. Et Canva. Ah, et Canva, c'est incroyable. Ils ont des outils sur Canva. C'est ouf. Oui, c'est fou. Ouais. C'est fou. Bon, ils sont pas hyper non, c'est pas faux. C'est la version un peu old de ChatGPT. Ouais, c'est ça. Mais quand même. Tant que tu gardes à l'esprit que c'est un outil. Oui, exactement. Ben, ça t'aide, en fait. Tu vois, c'est comme... Oui, c'est clair. C'est comme un stylo pour écrire. Bon. Bon, je voulais revenir un petit peu plus à cette idée de
Est-ce qu'on peut dire que tu es une transfuge de classe? Oui, complètement. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore ce truc, enfin, est-ce que tu l'as eu? Moi, j'ai eu ça. T'es invité à un networking. Putain, mon pire truc, je crois, parce que c'est les plus récents, il y a quelques années, où j'allais à des événements de networking. Ouais. Déjà, j'ai appris ce que c'était le networking. Ouais. Toi qui viens de l'échec, tu savais. Ouais. Moi, je savais pas. Ouais. Parce que moi, j'ai pas fait ni d'école de commerce. Enfin, si, j'ai fait du marketing et management. C'est un peu du commerce. Quand même. Networking. Et je me dis, mais en fait, qui sont les gens qui vont être là? D'où ils viennent? Comment ils vont être habillés? Et comment je dois être habillée? Ça, c'était la question centrale. C'était pas qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'ils allaient me dire. Ça, à la limite, ça n'a jamais été un sujet de quoi on va parler. C'était comment je vais me saper. Parce qu'il me semblait, et je me trompais pas, que dépendamment de la manière dont j'allais être habillée, maquillée, coiffée, à l'époque j'avais des cheveux plus longs. Des cheveux. Mais c'était à chaque fois, en fait, quand je me revois maintenant, parce qu'il y a des moments comme ça un peu clés, à un moment donné, quand j'ai lancé mon activité, je faisais partie d'un club de femmes, un club business. Ok. Tu vois? Pour moi, c'était dingue. Ah ouais. J'avais atteint le sommet des sommets, tu vois. J'étais dans un club féminin de business. Sur les business. Incroyable. Et donc, évidemment, la majorité des femmes qui étaient là, c'était des femmes qui étaient plus âgées que moi, qui étaient blanches, qui étaient issues de milieux sociaux aisés, qui avaient fait des études universitaires plus. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Il faut surtout pas qu'elle sache, qu'elle puisse deviner que je ne suis pas comme elle. Mais je ne suis pas comme elle. Je veux dire, je me suis ramée devant les bras levés. J'arrivais maquillée, coiffée, mais comme un camion volé, tu vois, tellement j'avais exagéré le truc, tu vois. T'es restée combien de temps dans ce club? Je suis restée 1 an comme affiliée. Puis, l'année suivante, j'y suis retournée de manière ponctuelle aux événements qui m'intéressaient. Ouais. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait que de codes sociaux. Et que les codes sociaux, comme on l'a dit un peu plus tôt, tu peux les maîtriser et jouer avec à partir du moment où tu arrives à faire preuve d'observation et d'analyse. Et donc, en fait, c'est juste une question de mimétisme. Ouais. Avoir le même discours, comme quand tu es arrivé à l'Institut français de la mode, avoir le même discours, veiller à avoir les mêmes références culturelles. C'est du profiling, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc, je me demande si après... presque 20 ans maintenant à bosser entouré de gens qui sont pas issus du même milieu social que toi. Ouais. Est-ce que tu gardes quand même toujours des réflexes d'immigrés? Je crois que tu peux pas l'enlever. Je crois que c'est très dur. C'est dans ton ADN, quoi, tu vois. Ouais, mais tu le gardes comme quelque chose qui est... Parce que j'ai l'impression que ça mute. Tu vois que cette impression, c'est une impression qui mute avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, comme je viens de te l'expliquer, c'était presque douloureux parce que tu disais... Ouais. Maintenant, je pense que je le vois vraiment déjà comme une force, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Et en fait, je me rends compte que je connecte beaucoup plus facilement avec des gens qui ont la même manière dont ils ont construit leur identité. En anglais, tu dis « third culture kid ». Et même encore cette semaine, j'ai eu un exemple. Il y a une nana, on a été introduite par une meuf sur Instagram et elle m'a invitée à une soirée. Et en fait, je suis arrivée, au bout de 5 minutes, c'était ma meilleure pote. Et parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait la même histoire, plus ou moins, tu vois. Et donc, en fait, c'est une des choses dont maintenant je suis beaucoup plus consciente, c'est que je me dis, tiens, j'ai vachement connecté avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a... Mais tu n'en parles pas avant, c'est quelque chose qui se fait naturellement, en fait. Mais maintenant, je le dis beaucoup plus vite. Je dis, mais en fait, on est pareil, fait immigré dans la vie, on a vécu dans différents pays. Et en fait, il y a quelque chose qui, du coup, fait qu'on connecte. Et donc, je le dis plus vite, plutôt que juste dans l'observation après, tu vois. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait que je connecte pas non plus avec d'autres personnes. Il y a des personnes... Tu l'acceptes? Ouais, je l'accepte complètement. Tu n'es plus à te dire, mais en fait, c'est parce que je suis pas à la hauteur. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas si des fois un peu, tu dis, peut-être j'aurais pu faire ça un peu mieux, tu vois, différemment et tout. Et en fait, 99% du temps, je me dis, c'est pas grave, on n'a pas les mêmes points de référence, on n'a pas... Et c'est pas personnel, tu vois ce que je veux dire? C'est pas par rapport à moi, à quelque chose que j'aurais dit, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes trucs. And it's fine. Donc il y a quand même une limite à cette troisième culture. J'ai pas osé dire en anglais parce que mon anglais est éclaté. Pardon, j'ai fait plein de franglais, je suis désolée. J'aime bien, ça fait très... ça donne un peu de truc, tu vois. D'accord, ok, super. Ok. Je suis beaucoup plus dans l'acceptation et même en fait de me dire c'est un vrai point différenciant, quoi, tu vois. C'est... Ouais, j'en joue un peu aussi des fois, tu vois. Je veux dire, je suis la roumaine, je vais pas vous voler vos portefeuilles. Ouais. Bah, bien sûr. Ouais. Pour mettre les gens à l'aise. C'est un peu comme les Arabes, quoi. C'est le même délire. Ouais. Bah, pour mettre les gens un peu... Et surtout, parce que j'ai pas une tête de roumaine non plus. Non.
Tu vois, Enfin, non, je dis non, mais en fait, j'ai connu une Roumaine quand j'étais à l'UNIF. Ah ouais? Et elle était un peu plus pâle que toi, mais au niveau de la structure osseuse du visage... Oui, si, structure osseuse, tout à fait. Tu vois, mais les gens, souvent, quand même, quand ils parlent, ils pensent roumain, ils imaginent les gens qu'on voit dans le métro. Ouais, ou des meufs qui ont des jupes très courtes. Ou très longues ou très courtes. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, on a deux extrêmes. Ouais, deux extrêmes. Oui. Soit des très très longues jupes très fleuries. Tout à fait. Ou les très très courtes qui font du bruit quand on... Ah bah moi, quand j'allais en Roumanie, je sais très bien que quand j'allais dans un peu des clubs, etc., quand j'étais plus jeune, bien sûr, déjà, je me permettais de porter des jupes un peu plus courtes. Et encore, quand j'arrivais, je me dis, j'aurais pu faire plus court. Ah ouais. Et les talons plus hauts, en fait. Ça, c'est culturel, quoi. Ah ouais. C'est intéressant. Mais oui, c'est super intéressant. C'est très intéressant. Et puis en plus, en Roumanie, il y a quand même un énorme mélange de culture. Et il me semble, alors ça c'est un truc que je connais pas, mais les gens du voyage, une partie des gens du voyage qui se sont installés en Roumanie et qui aujourd'hui émigrent beaucoup vers l'Europe de l'Ouest, sont des gens qui en réalité leurs origines se situent en Inde. Oui. Et c'est pour ça qu'ils viennent du Caucase. C'est fou. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas le même ADN. En fait, ils viennent pas du même. L'Europe de l'Est est slave, les Roumains sont latins. Donc c'est aussi un énorme mélange, juste au niveau de l'ADN, quoi. Un énorme mélange. Et oui, les Gitans, en fait, c'est pour ça qu'ils ont pas physiquement, ils n'ont pas les mêmes traits. C'est passionnant. Et la manière dont ils sont habillés aussi, tu vois. Ouais. À partir du moment où on m'a dit qu'ils venaient, tu vois, de loin, je me dis, mais cet attrait pour la couleur de cette manière-là. Parce qu'en Roumanie, il y a aussi de la couleur dans le folklore, beaucoup de couleurs, mais c'est pas les mêmes. C'est pas le même agencement, tu vois. Et je me dis, mais oui, ça prend sens. Mais oui, la Roumanie, je trouve que c'est un pays ultra intéressant. Et puis, en fait, plus tu le découvres, plus tu te rends compte qu'il y a des couches, tu vois. Comme les oignons. Chef feu. Et qu'en fait, la Roumanie a été au centre de plein de choses dans l'histoire de l'Europe, dans plein de choses. Donc, bon, un des projets que j'aimerais faire, vu que je suis entrepreneur et j'ai toujours 25 000 idées, c'est d'écrire un bouquin avec ma mère, tu vois. Sur justement le fait qu'on arrête de juste définir la Roumanie par les gitans, Dracula et le violon et Nadia Comaneci parce qu'elle a eu le premier 10 sur 10 en gymnastique artistique dans les années 80. Bon, c'est plus très connu maintenant, c'est niche. Oui, c'est un peu niche. Alors que tu vois, Brâncuș, par exemple, il est incroyable, il y a des artistes qui sont fous, il y a des Roumains qui sont... Brâncuș, c'est le peintre. Ouais, Brancusi, en fait, c'est Brâncuș. Brâncuș en roumain, qui a été sauvé, dont les œuvres, et lui-même a été sauvé par Peggy Guggenheim pour qu'elle puisse... et qui a son atelier devant le Beaubourg. T'as une toute petite, même pas une maisonnette, ils ont fait une sorte de truc carré comme ça. Et son atelier est là, préservé comme... Il était... Oui, c'est incroyable cet endroit. Il est incroyable. Et je crois que c'est peut-être gratuit, il faut que tu réserves, mais c'est fou comme endroit, et c'est devant Beaubourg à Paris. Ah ouais, alors ce livre, il faut que tu l'écrives avec ta mère. Ouais, je sais. Et ta mère, et vous avez ramené on parlait de couleurs et de fringues. Ouais. Vous avez ramené des trucs... Ben, c'est ça le problème d'enfants de réfugiés, c'est qu'en fait, elle est partie avec une valise, quoi. Donc, j'ai les photos. Elle a ramené des photos. Donc, t'as pas des vieux vêtements de ta mère, tu vois, ou un foulard qu'elle avait quand elle était jeune, ou je sais pas. Rien. Nada. Que dalle. Et ça joue quoi dans ton esthétique et dans ce que t'aimes bien? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vu en photo petite ou qui te rappellent la Roumanie et tu t'aperçois quand tu t'arrêtes 2 minutes pour analyser ce que tu aimes bien, tu te dis, mais en fait, ça, c'est peut-être... Ouais, peut-être. Je crois que... mais ma mère a ça beaucoup aussi. Elle va aller rechoper chez des vieilles tantes, des oncles, des meubles, tu vois. Mais plus dans le meuble, je crois, ma mère. Moins dans le vêtement. Ouais, je crois aussi que... Tu vois, souvent, quand on parle de vintage et tous les gens disent « Ah, j'étais dans le placard de ma mère ou de ma grand-mère. » Et je trouve un truc, je fais « Bah, moi, en fait, j'aurais jamais ça, quoi. » Ouais, moi non plus. Et je crois que, en fait, quand tu t'en rends compte, c'est intéressant parce que oui, ça forge ta relation aux vêtements, tu vois. Et puis ta relation aussi à la part d'identité de tes parents, de tes ancêtres, que tu prends comme une petite brique pour rajouter à la construction de ta propre histoire. Et peut-être que c'est aussi, on rentre vraiment le psycho là, mais de me dire, en fait, peut-être que je vais déménager demain, tu vois. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de vêtements et de trucs à ramener avec moi, tu vois? Et ça, c'est lié au fait que ta mère, un jour, elle a dû partir. Ouais, c'est ça. Ma mère, ma grand-mère, ma arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, elle était censée aller à New York et elle a été refoulée. Oh. Elle a vu la Statue de la Liberté, elle a fait, tu rentres. Donc, elle est rentrée en Roumanie. Et là, elle a donné vie à ma grand-mère. Boum.
Et puis après, ils sont restés là, communisme, et puis après seulement... Ouais. J'ai encore envie de te parler pendant des heures, mais tu vois, après, on va faire... Faut faire 3 heures, quoi, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Maintenant, comment est-ce que ce que tu consommes comme vêtements, est-ce que c'est vraiment réfléchi? Et est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, peut-être, je vais les filer à ma fille Complètement, j'ai déjà une boîte. Mais non. Si, bien sûr. Bon, ma fille a 3 ans, pour les gens qui ne connaissent pas. Elle a 3 ans, j'ai déjà une boîte de trucs que je me dis, quand elle aura 15 ans, elle va porter ça. Ah si, j'ai déjà commencé, et mon mari pense que je suis folle. Je dis, c'est hyper important. Non, moi, je crois que t'as raison. Non, mais complètement. Moi, je crois que Il y a des choses aussi, je ne rentre plus dedans parce que j'ai un peu pris du poids. Je le garde dans une boîte. Dans la boîte. Dans la boîte. Ma première paire de chaussures Chanel, bien sûr qu'elle va les porter un jour. Elle va faire du 39, ma fille, c'est sûr. Extraordinaire, j'adore. Mais bien sûr, je ne rentre plus dedans. Mais elle va faire du 39. Elle. Et ou même si elle veut pas les porter, au moins elle les aura. Elle pourra dire, maman, c'est de la merde. Je vais les revendre ou whatever. Ou elles sont trop cool. Mais au moins, je veux avoir ce... Non, c'est génial. Ah oui, j'ai déjà une boîte. Oh, c'est génial. Moi aussi, moi, c'est des sacs au grenier. Ah ben oui, mais les sacs aussi. Mais les sacs, au moins, je les porte. Un peu. Bon, je vais faire un petit truc. Je voulais pas le faire au début du podcast, mais je crois que c'est un peu... j'ai quand même un passage qui est le passage signature du podcast. D'accord. On va faire ton portrait en vêtements. Ok. Si t'étais une paire de chaussures, justement. Une paire d'escarpins. De quelle couleur? Flash. Whatever. Rose, bleu. Je vais à un mariage demain, elles sont bleues électriques. Le talon? Oh. 8, 10? Ouais, minimum 8. Ok. Oh ouais, entre 8 et 10, c'est bien. Si t'étais un bas, tu serais plutôt un pantalon ou une jupe? Ou une robe? Je suis très pantalon quand même. C'est mon côté un peu garçon manqué. Ok. Faut être à l'aise. Il est comment, c'est quoi? C'est un pantalon cigarette? C'est un slim? Non, c'est un pantalon où je suis confortable, mais en même temps pas trop casual, tu vois. J'aime bien là les pantalons un peu palazzo pen, genre tu vas bien couper, mais pince et tout, mais aussi où t'es bien. Ok, je vois. Tu vois? Je vois. Ouais. Et tu serais un pull, tu serais un chemisier, tu serais un petit top à mettre avec, tu serais quoi? J'aimerais te dire une chemise, mais en fait, je pense que je serais plus pull. J'aime bien être confortable, quand même, dans mon style. Je crois que le 21e siècle, c'est le siècle du confort vestimentaire. Ouais. Mais en même temps, je suis fascinée par ces femmes qui sortent et qui sont apprêtées et machin. Mais en fait, je me dis, moi, dans la vraie vie, j'ai besoin juste d'avoir un truc pratique, de machin. J'ai ma fille à apprendre. Je peux, tu vois, genre, ouais. Je dois me voir bouger dans ce truc et ouais, pouvoir vivre dans mon vêtement, tu vois. Donc, ouais, le confort. Pareil que toi, fascinée. J'ai vu un couple, un monsieur et une dame à Knock. Ouais. Le week-end dernier. Oui, parce que je vais à Knock. Attention. Qui va tous les soirs offrir une rose et un verre à sa femme. Ils ont un appartement en face de la plage. Ils sont tirés à 4 épingles tous les deux. Ils sont d'une beauté, d'une élégance. Et alors, je suis en train de me dire, est-ce qu'on a perdu l'élégance ou alors c'est l'élégance d'un autre temps? Je sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça. Mais ça me fascine, vraiment. Je peux regarder ces gens avec une fascination pendant des heures et les gens sont la merde de G. Je juge pas, vraiment, genre. Oui, c'est ça. Je suis dans l'adoration du truc. À te demander, mais comment elle fait? Parce que là, elle est assise, ça doit être, tu vois? Oui, parce que ça, des fois, tu vois, je regarde tellement les gens que les gens disent, mais tu juges, mais pas du tout, en fait. Je suis dans le dévouement le plus total tu vois. Ouais. Je suis pas dans le jugement, justement. Ouais. Limite, tu regardes mal, tu vois, quand tu vois, tu te dis, mais pourquoi tu la regardes comme ça? Oui, exact. Je connais. Donc, un petit pull. Ouais, un pull. Quelle couleur avec le palazzo bleu? Soit la même couleur. J'aime bien, là, les trucs monocouleurs en ce moment. Ou bien... une question plutôt foncée en général. Pareil, bah ouais, parce que je mets du blanc, je vais d'office faire une tache, quoi. Foncé, tu pourrais. Non, mais... Rouge. Oui. Oui, mais si ça va avec le pantalon. Disons que c'est un pantalon, c'est un pull qui va avec le pantalon. Un col bleu. Un col bleu. Bleu pour revenir sur mon uniforme de 12 ans. Un col... Non, col... j'aime bien les cols un peu masculins, tu vois, un col rond. Rond ras de cou. Ouais, c'est pas mal. Ou alors un... Hoodie. Ah ouais, j'adore les hoodies. J'ai l'air d'un gangster avec. J'adore les hoodies. C'est génial, cette pièce. C'est génial. Les hoodies? Ouais, les hoodies. Grave. Je trouve qu'il n'y a pas assez de hoodies plus. C'est vrai. Je suis d'accord. Je vais t'en montrer un après. Trop hâte. La matière, elle est incroyable. La forme du capuchon est géniale. Oui, grave. Mon frère a fait une petite collection capsule. Il n'est pas du tout dans la mode. Il vient d'ouvrir un café. D'ailleurs, je t'invite à peut-être aller luncher là-bas. Yes. Il a travaillé sur la forme du capuchon. Excellent. La forme est juste incroyable. Je veux voir. Moi, comme je suis un peu une patate, il a mis un bord-côte en bas, tu vois. Il a mis un bord-côte
qui va bien pour la plupart des gens. Moi, je l'aurais fait un peu plus loose, tu vois. Mais la matière du coton qu'il a choisi, elle est... Et je trouve qu'il y a peu de hoodie quali comme ça. Oui, je suis d'accord. Sam, le portrait en vrai. La pièce du dessus, tu serais une veste en jean, une veste en cuir, un manteau en fourrure, tu serais un trench, tu serais quoi? J'aime bien... Tu vois, là, j'aime bien un peu le cuir. Mais ça, c'est du faux cuir, c'est du cuir vegan. Je trouve qu'il y a un truc avec le cuir de une prestance, un truc, tu vois. La fourrure, non. Ou alors une grosse laine, tu vois, un gros manteau en laine, comme ça. Parce qu'il y a ce poids aussi, tu vois, de dire j'ai vraiment quelque chose sur moi. Avec des épaules bien... Comme tu sais, les manteaux anglais qui ont des épaules comme ça, là. Ouais, je kiffe. J'adore les trucs avec les épaules super, tu vois, bien structurées. Ouais, vraiment tailleur, épaules tailleur. Ouais, je kiffe. Et quelle couleur il aurait? Je trouve qu'un manteau bleu marine ou gris, c'est très beau quand même. Tu vois, on reste sur des trucs un peu... Très classique, hein, finalement. Très classique. Très classique, quand même. Tu te verrais en chapeau? Ouais, j'aime bien les chapeaux. Il y a d'ailleurs un truc... je pense que j'ai une tête à chapeau. Et où je n'osais pas mettre de chapeau. Pareil, quand j'étais en Belgique. Et une fois, ma marraine m'avait dit « Mais ce chapeau, il te va trop bien ». Je fais « Ouais, mais je pense que j'ai pas le courage de l'acheter ». Mais je kiffe les chapeaux. Et tu l'as pas acheté? Non, je l'avais pas acheté. Et depuis? C'était chez Esprit à l'époque. J'ai plein de chapeaux. Et donc mes chapeaux, très chapeau de chasse, comme ça, tu sais, un peu... Chapeau. Oui, je vois. Tu vois? Oui. En laine... Kaki? En laine bouillie? Laine bouillie. Sur du vert forêt, vert tu vois. Émeraude, comme ça, avec un petit machin, un petit bijou sur le côté. Oui. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'en ai acheté un, sans le savoir, en plein milieu de la campagne anglaise. Et en fait, c'est la marque préférée de Kate Middleton. Oh, waouh! Elle avait le même en bleu marine, moi je l'ai en vert. Ok. On ne sait pas qui a inspiré qui. On dira pas. Sac à main? Pour l'efficacité de nouveau, j'aime beaucoup les sacs en bandoulière. Mais ouais, je pense que j'en ai beaucoup trop. Et je ne comprends pas les petits sacs. Pour moi, c'est un sac à rien. C'est un sac à... Je suis d'accord. Moi, j'aime bien avoir ma vie, en fait, dans mon sac. Et c'est encombrant. Oui, donc moi, ça me ramène à l'époque où les femmes n'avaient pas de poche. C'est ça. Et qu'en fait, t'étais tout le temps emmerdée parce que tu pouvais rien avoir, rien transporter avec toi. Donc, t'étais tout le temps dépendante de... Je comprends pas le mini-rikiki. Donc, moi, j'ai besoin d'un sac où il y a des choses, quoi. Et il est comment? C'est ça qu'il est... Donc, on va dire qu'il est de taille moyenne en bandoulière. Ou grand. Est-ce que tu as une marque, une référence ou un modèle dans une marque que tu aimes particulièrement, que tu as ou que tu n'as pas? Alors forcément, ayant bossé chez Vuitton pendant de longues années, j'en ai beaucoup de sacs. Je crois que mon préféré, justement, sur le côté un peu structuré, etc., il y en a un qui est vraiment qui est en taille A4, qui est un sac rectangulaire où tu mets juste ton ordi, tu fais les trucs. Il est magnifique, en damier ébène, avec une bandoulière que tu peux enlever. Bien sûr. Donc tu peux l'avoir et à la main si tu veux, et sur ton épaule. Il est fou. Et après, celui-là que je porte depuis genre, c'est mon deuxième. L'autre, je l'ai tué. C'est un sac Prada dans leur tissu. Moi, j'ose pas l'acheter parce que j'ai peur que ça s'abîme trop vite. Ah non, ils sont intuables, ces sacs. C'est vrai? Ah, intuables. Parce que comme ils sont vraiment en toile. Ah, c'est fou. Et je me dis, avec le frottement, surtout quand c'est en bandoulière. Increvable. Ah ouais. Incroyables, ils sont incroyables. C'est parce qu'ils sont beaux. Et ça, c'était mon premier sac de marque que mon papa avait offert. Ok. Le premier, il était vert. Ouais. Mais vert à Army, tu vois. Ouais. Et puis après, je l'ai repris en noir. Et il est... D'ailleurs, mon mari en a marre parce que je le porte tout le temps. Mais ils sont beaux parce que je trouve que la métallerie, il est sport. Ouais. Et que la métallerie, elle est tellement fine. Ouais. Que tu peux le porter avec une tenue habillée. Ouais, exact. Tu vois, c'est ça que j'aime bien dans... Je suis pas très... J'ai pas une connaissance accrue, mais j'ai une connaissance visuelle des marques et de certains trucs. Et chez Prada, c'est ça que j'aime bien. Ouais. C'est que j'ai l'impression que c'est une marque qui fait des choses qui sont pratiques et vraiment esthétiques. Donc, ouais, exact. Quand même, un truc... Et puis, anti-vol quand même. Parce que comme elle a 2 accroches devant, plus des tirettes, moi, quand on me dit il y a des pickpockets, machin, je suis pas de problème, j'ai mon sac Prada. Même pas peur. Pas peur. Parce qu'il est impossible à ouvrir. Et ça m'est arrivé. Ah ouais? Ouais, il y avait 2 gitanes qui essayaient à un moment donné de l'ouvrir. Et en fait, j'ai senti qu'elles ont commencé à ouvrir le premier. J'ai fait excuse me. This is my Prada. This is my Prada, okay? Don't touch it. Alors, ultime question qu'on va enregistrer, parce que je pense qu'on va faire un after podcast. Quelle est ta définition du vêtement? Donc, Vivi
paraskive Ouais. et un dictionnaire. Oh là là. Et à vêtements, quelle est la définition que tu mets à côté? C'est compliqué, hein. J'ai pas envie de dire c'est une armure, mais presque. C'est ce qui te permet de te définir et de te dire qui est-ce que je vais être aujourd'hui. Un costume. Ouais. Mais pour t'exprimer toi, pas pour te cacher, tu vois. Eh ben, c'était vraiment très très chouette. Merci. Viviane. C'était trop cool. C'était vraiment cool. J'ai envie de laisser le truc tourner, mais après, ça va me coûter trop cher la production. Bon, 2024, c'est la crise, hein, faut faire attention. Merci beaucoup. J'espère que Merci à toi. Que ce moment t'aura plu. Et voilà. À bientôt. À bientôt. De toute façon, je vais continuer à stalker. Et puis on va prendre un café là. Ouais. Et plus si affinité. Et plus. Allez. J'espère que cet épisode avec Viviane t'a plu, que t'as appris des trucs, que tu t'es bien amusé, en tout cas que t'as passé un bon moment. Ça me ferait super plaisir que tu laisses un commentaire, que tu viennes suivre le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et que tu m'écrives sur Instagram pour me dire ce que t'as pensé et pourquoi pas me proposer le nom de quelqu'un que tu aimerais entendre à mon micro. Allez, des bises! Déshabillez-vous est un podcast créé, présenté et produit par Samia Boujard, moi, avec une musique originale de Maëva Fiston, alias MPLI, montage, mixage et post-production par Alice des Belles Fréquences et Laetitia, podcast manager. DHV, déshabillez-vous.